C'est ça la politique, le billet politique hebdomadaire de Radio Fréquence Tel Aviv. François Fillon, en novembre dernier, lorsqu'il remporta brillamment la primaire de la droite et du centre, avait un boulevard devant lui. Pour les Républicains, il s'agissait d'une élection imperdable. Mais très vite, François Fillon trouva deux obstacles de taille sur le chemin de l'Élysée. Le premier obstacle venait de son programme. François Fillon avait défendu des mesures à droite toutes, qui risquaient d'effrayer certains électeurs, comme sa proposition initiale de ne plus faire rembourser par la sécurité sociale les maladies bénignes. Il fit rapidement machine arrière, soucieux de récupérer un électorat modeste, celui qu'il n'avait pas eu à la primaire. Car ceux qui ont voté pour lui, en novembre 2016, étaient plutôt des Français âgés, appartenant plutôt aux couches supérieures de la société et partageant plutôt avec François Fillon des convictions conservatrices, sur l'immigration ou sur le mariage pour tous, par exemple. Ces Français de la vieille France avaient été mobilisés par l'appareil de la Manif pour tous et de Sens commun, l'antenne politique des catholiques traditionnalistes au sein de la droite française. Quelques semaines après la primaire, François Fillon avait donc déjà vu son potentiel électoral atteint. Mais il disposait encore de sérieuses chances pour l'emporter le 23 avril et le 7 mai 2017. Mais un journal satirique paraissant le mercredi, un vilain petit canard, allait se charger de mettre sur la route de François Fillon un deuxième obstacle, ou plutôt une série d'obstacles. Au fil des numéros, on apprit que François Fillon pratiquait une sorte de parlementarisme familial, embauchant son épouse et ses enfants pour effectuer des travaux bien mystérieux. Mystérieux, oui, mais qui avaient l'avantage de procurer à la famille Fillon, en son manoir de la Sarthe, un train de vie bien supérieur à celui d'une famille d'un député de base. Plus tard, les révélations sur les revenus confortables procurés par la société de conseil de François Fillon et les cadeaux qu'il avait reçus de généreux amis achevèrent de plomber sa campagne. Les dirigeants de la droite avaient bien essayé de l'exfiltrer, au profit d'un Juppé, par exemple. Las, le jeu trouble d'un Nicolas Sarkozy devait mettre à bas ce plan B. B comme bien fait, pensèrent les fillonistes, ou plutôt ce qu'il en restait. B comme bon débarras, espèrent ses rivaux comme Jean-François Copé, Bruno Le Maire ou Laurent Wauquiez, qui maintenant n'attendent plus que la défaite de leur soi-disant champion pour prendre le leadership de la droite française. Au terme de la campagne électorale, François Fillon ferait presque pitié. On en oublierait même ses turpitudes. Pas seulement ses affaires financières. En Israël, par exemple, on a même oublié ses propos de 2012, lorsqu'il se prononçait contre l'abattage rituel en fustigeant, je le cite, les traditions ancestrales. Il avait bien essayé de se rattraper, puisqu'il avait déclaré ici même, au Collège académique de Netanya, en janvier 2014, « Israël est notre ami et notre allié ». Et il avait d'ailleurs déclaré juste avant « J'ai toujours été passionné par le destin d'Israël ». Mais dans son camp, apparemment, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelques semaines, sur le compte Twitter de son parti, on voyait Emmanuel Macron caricaturé avec un nez crochu, un cigare, un chapeau de forme et une faucille à la main. Un antisémitisme digne des années 30. François Fillon, d'ailleurs, devait rapidement le connaître et exiger des sanctions. On ne fera donc pas à François Fillon un mauvais procès, d'autant qu'il a bien d'autres soucis, les électeurs semblant vouloir lui infliger une cruelle sanction dès le premier tour. Ensuite, le bourgeois de la Sarthe, à qui tout avait réussi jusqu'à présent, pourra longuement méditer sur la cruauté du monde politique. Car dans les campagnes électorales, c'est souvent comme ça. La réflexion ne vient qu'après. C'est ça aussi la politique. À la semaine prochaine.